Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu de très bonnes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau Catulu, un Catulu spécial mois de la fantaisie pour la première semaine du mois de la fantaisie. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 romans. Autant vous dire que le mois de la fantaisie a un petit peu commencé sur les chapeaux de roue. J'espère ne pas faire comme voilà, j'espère aller comme ça jusqu'au bout de ce mois de la fantaisie, d'aller au bout de ma balle et voire même, je vais dire au-delà, mais comme je me suis lancé le défi aussi de lire le plus possible, d'avancer le plus possible dans la saga des Annales du Disque Monde, déjà si je fais tout ça, on sera bien, hein. On sera, comment dire, très bien. Je vais éponger, je vais enlever mon infuseur de ma tasse. Donc voilà, j'espère que ce ne sera pas trop long, mais en tout cas, moi, voilà, je me suis prévu mon petit thé dans ma belle tasse, que je vais mettre là, voilà, pour éviter de la bousculer. Et je vous propose, sans plus attendre, de commencer ce Catulu. Alors, cette semaine, j'ai lu Le Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. La cible, c'est le tome 3 de cette saga jeunesse. J'avais beaucoup aimé le tome 1. On retrouve ici Emma, la jeune fille qui est ici, qui à l'aube de d'un de ses anniversaires, je crois que c'est à ses 12 ou 13 ans, elle a été convoquée à ce qu'on appelle le collège des enfants spéciaux. Car Emma n'est pas une petite fille ordinaire, elle est particulière, elle a un certain nombre de pouvoirs, elle peut aller dans les rêves des autres et essayer d'aider les gens dans leurs rêves. C'est ce qu'on appelle une marche-rêve. Et dans ce collège, on va lui apprendre du coup à canaliser ses pouvoirs et à utiliser au mieux ses pouvoirs. Sauf que, si c'était que comme ça, il ne se passerait peut-être pas grand-chose. Sauf qu'elle n'est pas que ça. Elle n'est pas que ça. Elle a d'autres pouvoirs qui vont se révéler au fur et à mesure des tomes. Et donc ici, dans ce 3e tome, elle va être la cible de quelqu'un qui veut absolument sa mort. Et avec ses 2 amis, avec elle et Eden, elle va essayer de comprendre qui est derrière cette tentative d'assassinat. Alors, elle a d'autres amis, membres qui font partie du collège des enfants spéciaux, qu'on ne voit pas sur la couverture, mais c'est vraiment une bande de copains très proches. Ils sont tous aussi disparates les uns que les autres. Ce sont des enfants spéciaux aussi, donc ils ont des pouvoirs, ils ont des caractéristiques physiques qui leur sont propres. Et tout ce petit monde va essayer de savoir qui veut la mort d'Emma au sein du collège des enfants spéciaux. Alors, c'est un tome 3, bien évidemment, je ne vais pas non plus tout spoiler, mais dans ce tome 3, on voit Emma qui se rebelle quand même quant à son statut d'enfant spécial. Elle, tout ce qu'elle souhaite, c'est être une enfant normale. Elle veut retrouver son papa, elle veut retrouver sa vie d'avant, bien avant tout ce qui s'est passé au collège des enfants spéciaux. Néanmoins, elle s'y est fait des copains dans ce collège et elle serait aussi très triste de les quitter. Donc du coup, elle se trouve tiraillée entre ce besoin de normalité et sa nouvelle vie avec ses nouveaux amis. Malgré ça, il y a quand même une menace qui plane sur elle. On le voit bien tout au long du roman. On voit aussi ses relations avec ce garçon se préciser quand même un petit peu. Bon, ils sont amis, bien évidemment. Bon, on est loin des codes du young adulte. On n'est pas non plus elle tombe pas non plus en pamoison. Mais bon, voilà, on sent qu'il va se passer quelque chose entre ces deux-là. En tout cas, on l'espère. Alors, si j'ai alors, ça se lit, c'est écrit quand même assez gros, ça se lit assez vite, je l'ai bouclé en une journée et pourtant je bossais. Néanmoins, le seul bémol que j'ai trouvé à ce roman, c'est que la fin a été torchée en quelques pages. Savoir qui était derrière tout ça, le pourquoi, le comment,
j'ai trouvé d'abord que le pourquoi n'avait pas été très approfondi. J'aurais aimé en savoir beaucoup plus que ce qu'on nous en dit là-dedans. Ça aurait peut-être eu un peu plus de profondeur, hein, d'être allé un petit peu plus loin que les raisons qu'on nous a invoquées là-dedans. Et puis, il se passe quand même quelque chose à la fin du roman qui va sans doute introduire ce qui va se passer dans la suite, sauf que ça tombe quand même comme un cheveu sur la soupe. Ce qui arrive en fin de roman n'a absolument pas été abordé, ne serait-ce qu'amorcé dans le tome 3, et du coup ça arrive à la fin comme un cheveu sur la soupe. On se demande comment c'est venu là. J'espère quand même que ce sera approfondi dans le tome suivant, mais bon, j'aurais quand même aimé un petit peu plus de développement sur cet événement, hein, quand même. Mais sinon, au-delà de ça, ça reste une excellente série. J'aime beaucoup les personnages. Tous les personnages sont très très bien faits. C'est c'est un très très bon roman jeunesse. Moi, j'avais adoré La Légende des Quatre de la même autrice. J'ai absolument pas testé son autre saga Malenfer. J'aimerais bien, à l'occasion, la tester. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez entamé la lecture de la saga Le Collège Maléfique, ou si vous avez testé aussi Malenfer et ce que vous en avez pensé. Je serais ravie de vous lire. Autre roman que j'ai lu dans le cadre du mois de la fantaisie, il s'agit de Cassidy Blake, le livre 3, Le Pont des âmes, de Victoria Schwab aux éditions Lumen. Comme vous voyez, la couverture est brillante, j'aime beaucoup cet effet de couverture. Donc ici, on retrouve notre ami Cassidy avec ses parents. On les retrouve à la Nouvelle-Orléans pour le tournage d'une nouvelle émission des Inspecteurs, qui est l'émission des parents de Cassidy sur les fantômes, les spectres, enfin tout le monde occulte. Donc dans les deux précédents tomes, le premier tome, on était en Écosse. Dans le deuxième tome, on était à Paris, dans les catacombes. Dans ce troisième tome, donc, nous sommes à la Nouvelle-Orléans. Et comme vous le savez, la Nouvelle-Orléans, c'est le berceau du vaudou, c'est le berceau des sciences occultes. C'est la science. Je ne veux pas dire que la science des morts est née là-bas, mais voilà, il y a quand même beaucoup de matière à faire quelque chose d'intéressant ici. Et effectivement, au fil des pérégrinations des héros dans la ville de la Nouvelle-Orléans, on apprend que c'est une ville qui contient pas moins de un peu plus de 80 cimetières dans cette cité, c'est pas rien, que la Nouvelle-Orléans a subi énormément de drames, énormément d'incendies. Donc la ville a été détruite, la ville a été reconstruite. Donc vous imaginez aussi, qui dit destruction dit âmes qui sont restées coincées, dit beaucoup de travail pour Cassidy. Et le problème, c'est que Cassidy s'est attiré les foudres d'un personnage extrêmement peu ragoûtant qui va lui faire subir beaucoup de misère dans ce tome. Et elle va solliciter l'aide du coup de son ami Jacob et l'aide d'une autre camarade qu'elle a rencontrée dans les tomes précédents. Et à eux trois, ils vont avoir fort à faire pour déjouer, pour faire échouer les plans de cette personne, enfin de ce personnage qui en veut grandement à Cassidy. Donc c'est un tome un peu plus grave, parce qu'on traite vraiment de la mort et du passage dans l'autre monde. J'ai trouvé aussi que le lien entre Cassidy et Jacob s'approfondit de plus en plus. C'est plus une relation de simple humaine à fantôme, c'est vraiment une très très belle relation d'amitié profonde, et on va encore ils vont encore le démontrer dans ce roman, que l'amitié est plus forte que l'état physique, si on peut dire. Je ne vais pas trop vous en dire parce que c'est quand même un tome 3. S'il en est que moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce roman, parce que c'est la Nouvelle-Orléans, voilà, on passe dans les rues, il y a des carnavals qui célèbrent la mort, mais c'est la coutume là-bas, c'est très coloré, voilà, on a
Victoria Schwab a décrit aussi la nourriture, voilà, toutes les spécialités culinaires qu'il y a là-bas, une partie des spécialités culinaires qu'il y a là-bas, et de la façon qu'elle les a décrites. On avait les parfums, on avait juste envie de goûter, nous aussi, sauf qu'on avait que dalle devant nous. Imaginez un petit peu la frustration, parce que la bouffe, c'est la vie, quoi. Mais imaginez un petit peu la frustration pour des gens qui aiment bien la bouffe, de lire et de sentir qu'il y avait plein de mets, plein de choses succulentes devant les héros, et que nous, on n'avait que dalle, hein, si ce n'est de se taper sur le ventre, et c'est tout, et de se contenter de ce qu'on avait dans son assiette. Voilà. Mais voilà, ne serait-ce que pour l'ambiance de la Nouvelle-Orléans, ne serait-ce que pour apprendre plein de choses sur cette ville, allez-y, jetez-vous là-dessus. C'est une excellente série jeunesse aussi. Alors, ça se lit, voilà. Là les chapitres, voilà, les chapitres sont très courts, c'est écrit, c'est très aéré, ça se lit en une journée. Et pourtant, je bossais. Pour vous dire, bon, faut dire aussi que la semaine dernière, mon chéri n'est pas rentré pendant 3 soirs la semaine dernière, donc je me suis fait des bonnes sessions de lecture le soir, donc ça aide aussi un petit peu. Hein. Vous n'allez pas croire, je bosse quand même. Hein. On m'enfile un petit coup de thé parce que j'ai un petit peu soif. Mais bon, voilà, la semaine a été particulièrement propice aussi à ce que je lise énormément. Voilà, je tiens aussi à préciser que je bosse hein, quand même entre-temps. Je ne fais pas que lire. J'aimerais bien, hein, mais mon patron ne serait pas d'accord. Donc je vous encourage vraiment à découvrir cette saga. À chaque tome, vous découvrez une partie de l'histoire du pays ou de la ville où vous êtes. Je rappelle, le premier tome, c'est en Écosse. Le deuxième tome, c'est à Paris dans les catacombes. Et ici, vous êtes à la Nouvelle-Orléans. Et j'ai vraiment hâte de savoir dans quel autre pays ou ville va nous emmener Victoria Schwab pour la suite. Alors ensuite, comme je vous disais, pour ce fameux mois de la fantaisie, il y a un item qui est un défi. Et moi, mon défi pour ce mois de la fantaisie, c'est d'aller le plus loin possible dans la saga des Annales du Disque Monde. Donc, j'ai commencé les Annales du Disque Monde, donc la 8e couleur, le premier tome de la saga des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, ici aux éditions La Talente. Alors, quand je vous avais montré ma pile à lire pour ce mois de la fantaisie, je vous avais expliqué que j'avais déjà lu la 8e couleur il y a fort longtemps. Je ne me rappelais plus de rien. Je ne me rappelais absolument de rien. Donc, c'est avec plaisir que j'ai relu ce tome 1. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai horreur de relire les livres que j'ai déjà lus. Mais là, bon, il y avait quand même prescription, parce que ça faisait vraiment, je dirais même un peu plus de 15 ans que j'avais lu le premier tome. Donc, autant dire qu'il y avait un petit peu prescription. Donc là, on se retrouve donc dans un monde complètement imaginaire. Imaginez un monde sur un disque. Ce disque posé sur le dos de 4 éléphants géants, eux-mêmes juchés sur le dos d'une tortue géante. Vous imaginez le bazar. Voilà, on est là-dedans. Et ici, dans ce premier tome, on fait la connaissance de Rincevent, qui est un mage un peu en décrépitude. Bon, alors, il ressemble à un mage classique, hein, voilà, la longue robe, le chapeau, la barbe, voilà, à l'instar de Gandalf le Gris ou Dumbledore. Voilà, vous avez à peu près la description générale, sauf que la comparaison s'arrête là. Hein. Il n'a pas plus de pouvoir qu'une moule. Voilà, il n'a de mage que le nom. À ceci près qu'il a quand même un sortilège dans la tête. Et que s'il le prononce dans son entièreté, il ne pourra plus l'utiliser. Donc du coup, il le garde bien caché au fond de sa mémoire et il fait... il essaye de se débrouiller un peu au bout. Arrive dans son monde un drôle de personnage. C'est un touriste, il s'appelle Doucefleur, et c'est un touriste. Il vient des confins du disque monde et il a entrepris un voyage grandiloquent pour visiter tout le disque monde. Et il arrive à la cité de Angmork.
Et voilà, ils vont se rencontrer tous les deux dans une auberge et Rincevent va se proposer pour être le guide de 12 fleurs lors de son périple. Alors 12 fleurs est accompagné, je crois que c'est 12 fleurs, hein, oui, oui c'est 12 fleurs. On va le baptiser 12 fleurs, hein, grosso modo c'est son nom. Il est accompagné par un bien curieux bagage, parce que c'est une grosse malle en bois, sauf que personne ne le porte, étant donné qu'il suit son propriétaire avec ses petites jambes. Voilà. Vous imaginez une malle avec de multitudes de petites jambes et un couvercle vorace. Il a un fichu caractère hein, quand même, il ne se laisse pas faire et je vous conseille de ne pas laisser traîner vos doigts à proximité du couvercle de ce fameux bagage, sinon vous en auriez pour vos frais. Et certains, certains personnages en ont fait les frais d'ailleurs dans ce premier tome. Et ils vont faire leur périple. Ils vont faire un périple dans le monde du disque monde. Il va leur arriver de nombreuses péripéties parce que Douceur est un touriste et forcément il ne connaît absolument rien des us et coutumes de là où il fourre les pieds. Donc forcément ça amène bon nombre de quiproquos, de situations complètement rocambolesques. Et puis, il y a le personnage de la mort. Est-ce qu'on en parle du personnage de la mort? La mort, la mal aimée, la pas aimée du tout, qui n'a pas une vie facile. Elle le dit lui, enfin le personnage le dit lui-même. Mais c'est pas de ma faute, c'est mon boulot, faut bien que quelqu'un le fasse. Pourquoi personne ne m'aime? Mais laisse-toi faire. il dit ça à un personnage. Mais laisse-toi faire, laisse-toi mourir, merde. Le pauvre n'a pas le personnage de la mort n'a vraiment pas une vie facile. C'est limite si on va le plaindre. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette incursion, ce premier tome dans l'univers du disque monde. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est pas le meilleur de la saga. Bon, autant commencer par celui-ci, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'humour, hein, l'humour second degré, hein, quand même, faut bien le dire. Moi, c'est un humour auquel je suis très très sensible. Donc évidemment, ça le fait à mort, si j'ose dire. J'aime beaucoup Rincevent. Alors Rincevent, il est ce qu'il est. C'est un mage en décrépitude, mais je pense qu'il va grandement évoluer au sein de son cycle, parce que dans la saga des Annales du Disque Monde, c'est découpé en cycles. Bon, là, forcément, c'est le cycle de Rincevent. J'ai hâte de poursuivre avec le tome 2 qui va y passer sans doute la semaine prochaine ou dans la dizaine de jours qui va venir. Donc je pense que vous aurez mon retour des Annales du Disque Monde tome 2 avant mon départ en vacances. Mais en tout cas, si vous voulez vous lancer un défi, faites comme moi, tentez les Annales du Disque Monde. Franchement, on va passer un bon moment, les gars. Ensuite, alors, les deux romans qui suivent, c'est totalement différent. Ce n'est pas du tout des romans pour le mois de la fantaisie, mais j'avais envie. Hein, j'avais envie de sortir un petit peu des sentiers battus et de sortir un petit peu de la fantaisie pour pouvoir m'y replonger avec délice par la suite. Santé. Je me suis donc plongée dans le nouveau roman de Søren Bakowski, Il faut beaucoup aimer les gens, aux éditions Plomb. Il est sorti le 5 mai. Donc quand vous aurez la vidéo, il sera déjà sorti. Donc vous n'aurez aucune excuse pour découvrir le nouveau roman de cette autrice française. Ici, on fait la connaissance d'Eddie. Eddie, c'est un jeune homme. Il n'a pas eu une vie joyeuse. Et, il est passé par un certain nombre de péripéties. Il est actuellement veilleur de nuit. Et au détour d'un événement de sa vie pas très joyeux, on va dire, il va se replonger dans le passé et il va se rappeler que quand il était petit, à l'âge de 11 ans, il avait découvert le cadavre d'une SDF qui était morte de froid dans la nuit, et il s'est rappelé qu'il lui avait dérobé des effets personnels. Il lui avait dérobé un petit porte-monnaie et 2 photos, vous savez, les photomatons, là, comme les photos d'identité où ils sont par 4, là, il y avait 2 photos que la femme serrait dans sa main quand elle est morte.
il lui avait pris, ainsi que ce porte-monnaie, il avait gardé ses reliques pendant jusqu'à maintenant, et il s'est dit qu'il voulait faire quelque chose d'utile. Et donc, armé de son magnétophone à cassette, il va remonter le fil de la vie de cette femme. Il va découvrir qu'elle s'appelait Rosa. Et au fur et à mesure, au fil de son enquête, il va rencontrer des gens qui ont bien connu Rosa. Et du coup, il va enregistrer les entretiens qu'il va avoir avec eux sur cassette. Et pendant son travail de veilleur de nuit, Eddie comble sa solitude avec une émission de radio. Donc vous savez, comme il en existe beaucoup, il y a des émissions de radio qui ne passent que la nuit, où bon nombre de gens appellent pour combler également eux-mêmes leur solitude. Et Eddie va envoyer ses cassettes, les cassettes des entretiens, à cette radio, et tout le monde va entendre la vie de Rosa. Alors j'en dis pas plus, mais par le biais de ces entretiens enregistrés, il va faire revivre la vie de Rosa, cette femme que la vie n'a pas épargnée. Elle aimait par-dessus tout chanter, et voilà, Rosa, ça a été le soleil, ça a été le point d'ancrage de bon nombre de personnages, comme ils vont se le rappeler dans leur entretien avec Eddie. Ils vont se rappeler tout ce qu'a fait Rosa pour eux. Et voilà, ces entretiens, cette réminiscence va leur rappeler que même si Rosa n'est plus là, elle les avait aussi beaucoup aidés à aller mieux quand elle était avec eux. Et ne serait-ce que pour lui rendre hommage, ils vont changer leur vie. Ils vont corriger ce qui ne va pas dans leur vie. Ils vont sans doute peut-être réaliser leurs rêves, peut-être balayer les non-dits, balayer tout ce qui n'a jamais été dit. Et Eddie va aussi grandir de ça, parce que c'est quand même une enquête qui l'a fait grandir aussi. Peut-être, il était mu aussi par un sentiment de culpabilité d'avoir volé ses effets personnels à cette femme qu'il ne connaissait absolument pas. Et c'est plein de bienveillance, c'est plein de résilience. Il y a beaucoup de moments d'émotion, mais voilà, on sent l'émotion, on sent toute l'humanité qui se dégage de ce roman. Voilà, c'est des romans qui font du bien par les temps qui courent, parce qu'on sent quand même que l'humain a quand même un bon fond malgré ses nombreux défauts. Il a quand même bon fond. Et il faut beaucoup aimer les gens, oui, c'est vrai. Et si on aime les gens, eh ben, reste quand même persuadée, si on leur fait du bien, je reste quand même persuadée que le bien reviendra sur nous aussi. Et c'est ce qui est, voilà, je pense que c'est le message que véhicule ce roman. C'est très très bien écrit. J'ai beaucoup aimé l'ambiance qui règne dans ce roman, plein de bienveillance, plein de moments très touchants, plein de moments. Il y a des moments où il y a de l'humour, notamment avec les deux jumeaux, les deux petits garçons là, qui font les 400 coups dans la barre d'immeuble aux grandes dames du concierge. J'ai beaucoup aimé ces deux petits garçons, la relation qu'ils ont entre eux. C'est une relation assez spéciale, je vous la laisse la découvrir. Mais voilà, c'est un petit bijou qu'elle nous a fait, Solène Bachowski. Elle peut écrire dans tous les genres. Hein. Son premier roman, c'était Un sac, qui était sorti chez Milady, je crois. Il était sorti en poche. C'était un thriller. Et elle peut écrire aussi bien dans le contemporain que dans le thriller. Elle excelle dans tous les genres. Cette autrice, je vous conseille vraiment. Je vous conseille aussi la duologie qu'elle avait écrite avec Amélie Antoine. Avec elle et sans elle, la même histoire, mais vue différemment par les deux autrices. Et franchement, c'était extrêmement bien fait. Deux points de vue, deux histoires, somme toute, enfin, le point de départ, le même, mais vu selon deux autrices différentes, c'était vraiment génial. Et je vous conseille vraiment grandement le nouveau roman de Solène Bachowski. Ruez-vous en librairie
si vous voulez passer un bon moment réconfortant avec un excellent roman français. Enfin, j'ai écouté un livre audio la semaine dernière que j'ai eu par la plateforme NetGalley. Alors, je vous mettrai l'image ici. Il s'agit de... alors, j'ai très bien fait mon travail parce que je ne me rappelle absolument pas le nom de l'auteur, qui est un auteur japonais. Attendez, et mon ami. Oui, on s'en fiche. Alors, je vais vous le montrer ici, mais j'essaierai de vous mettre la... Voilà, je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Oui. Voilà, il s'agit de Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Alors c'est ici sorti aux éditions Audiolib, mais vous pouvez le trouver en livre papier. Je crois que c'est sorti chez Albin Michel. Alors ici, j'ai beaucoup aimé. On est dans un café au Japon. Il s'appelle le Funikuli Funikula. Funikuli Funikula Funikuli Funikula. Voilà, je m'arrêterai là, hein, parce que bon, il prévoit du beau temps cette semaine, je vais m'arrêter là. Donc ça m'a rappelé l'air de cette chanson, hein, n'est-ce pas, que vous aurez bien sûr tous reconnu. Donc on est dans un café, et dans ce café, voilà, les gens se réunissent, ils boivent un café, machin, mais ce café a une particularité. Si vous vous asseyez à une certaine place, vous aurez la possibilité de retourner dans le passé, le temps d'un café, le temps que votre café refroidisse, mais il faudra pour cela revenir avant que le café ne soit complètement froid, sinon vous resterez coincé dans un monde entre deux, ni le passé ni le présent, vous serez, comme qui dirait, dans un état de fantomerie. Voilà, et donc on va suivre tout au long du roman l'histoire de 4 femmes à des périodes différentes de leur vie, et elles vont toutes les 4 voyager dans le temps afin de revenir à un moment précis de leur vie. Alors bien évidemment, elles vont revivre des moments de leur passé, mais il ne faudra absolument pas que ça change leur présent. Leur présent ne va pas changer par ce voyage dans le passé, mais elles vont, par ces voyages-là, elles vont peut-être corriger un non-dit, peut-être dire des choses qu'elles n'avaient pas dites sur le moment. Voilà, dire des choses qu'elles n'ont jamais dites aux personnes qu'elles veulent revoir. C'était d'une poésie folle. C'était par moments très très émouvant. Je pense à la 3e histoire entre les 2 sœurs. J'ai trouvé ça très très émouvant, très touchant. Même toutes les histoires sont touchantes, mais j'ai vraiment préféré l'histoire des 2 sœurs, l'histoire du mari et de sa femme. C'était extrêmement émouvant. Et je ne sais pas les émotions que véhicule le roman à l'écrit, mais je peux vous dire qu'en audio, c'est passé comme une lettre à la poste. Je l'ai écouté sur toute une journée en travaillant et en vaquant à mes occupations, en mangeant, voilà, en faisant le ménage et compagnie. Et franchement, j'ai trouvé ça, voilà, en audio, ça passe crème, la voix du narrateur. Et alors, est-ce que je vais avoir le nom du narrateur? Forcément non. Mais franchement, ça passait super bien en audio. La voix du narrateur elle portait, voilà. Elle vous emmenait, elle vous portait. J'ai pas vu ma journée passer en écoutant ce livre audio. Franchement,
Si je pouvais avoir des livres audio comme ça qui font passer qui font passer les journées à une vitesse folle, franchement, moi je dis oui, je signe tout de suite. C'était vraiment très très beau. Et j'ai découvert que c'était le tome 1 d'une saga. Alors, je ne sais pas en combien de tomes, je crois que le tome 2 n'a pas encore été traduit. Donc voilà, je crois qu'il est sorti l'année dernière chez Albin Michel. Je l'ai vu très très peu tourner, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Mais franchement, c'est un roman idéal pour passer une journée tranquille, posée, idéal pour les vacances. Vous vous installez confortablement avec votre petite boisson, votre petit thé glacé, votre café, tout ce que vous voulez, n'importe quoi. Vous vous posez tranquillou et vous vous laissez porter par la magie et la poésie que se dégage de ce café. Franchement, ça donne même envie d'y aller, de s'asseoir à cette place-là et d'aller à un moment précis de notre passé pour corriger quelque chose. Voilà, ça donne envie d'y aller. C'est très très beau. Les personnages sont touchants parce que ce sont des personnages comme vous et moi, des personnages simples, voilà, qui se laissent porter par leur vie et qui par moments ont un rendez-vous raté avec leurs proches. Et voilà, ce café, ce voyage dans le temps permet de corriger ce rendez-vous manqué. Et j'ai trouvé ça franchement extrêmement émouvant, extrêmement touchant, extrêmement beau, poétique. Voilà, franchement, je peux pas vous dire grand-chose de plus sur ce roman, si ce n'est de le lire. Je vous encourage vivement à découvrir la plume de l'auteur. Si vous aimez, si vous aimez l'ambiance asiatique, les romans asiatiques, franchement, allez-y. Je sais que vous êtes un certain nombre parmi vous à aimer les romans asiatiques, donc franchement, allez-y. C'est vraiment un roman à découvrir. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. Si vous-même vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous savez que j'adore vous lire et que j'adore discuter avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. C'est toujours très encourageant pour moi et pour le développement de la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? C'est gratuit, ça fait plaisir et surtout, ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles semaines et surtout de très très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!